Concernant la somesthésie ou la sensibilité au niveau de la moelle, il y a différents types de sensibilité. La sensibilité épicritique ou lemniscale pour le tact fin ou la proprioception, c'est-à-dire le renseignement sur la position des membres. Il y aura les fibres 1A qui viennent des muscles, les fibres 1B qui viennent des tendons et les fibres A-bêta. Cette sensibilité est représentée par le faisceau cordonal dorsal. Ce faisceau cordonal dorsal fait relais au niveau du noyau gracile, au niveau thoracique, lombaire et sacré, et au niveau cunéiforme, au niveau cervical. Donc toutes les informations de l'hémicorps droit vont parvenir au cortex gauche, puisqu'elles ont croisé au niveau bulbaire pour la sensibilité épicritique. En cas de lésion, au-dessous de la décussation du côté gauche, il y aura une perte de la sensibilité du même côté. Au-dessus de cette décussation, la perte de la sensibilité sera du côté contralatéral. Le faisceau lemniscal médial monte dans le pont. Les fibres arrivent, font relais dans le noyau ventrolatéral postérieur du thalamus. Le troisième neurone va se projeter sur le cortex, dans l'aire des représentations de l'hémicorps opposé. Cette aire est appelée cortex somesthésique primaire, ou aire pariétale ascendante. La face, quant à elle, n'est pas concernée, puisqu'elle dépend d'un nerf crânien. Les informations brutes arrivent dans ce cortex somesthésique primaire, puis dans les aires somesthésiques secondaires. Cela permet de comparer les choses avec ce que l'on a en mémoire. Nous allons maintenant voir la sensibilité protopathique ou extralemniscale, représentant la douleur, la température et le tact grossier. La thermoalgésie est la sensibilité à la douleur et à la température, véhiculée par les fibres A delta, un petit diamètre et peu myélinisé, et par les fibres C qui ne sont pas myélinisées et ont donc une vitesse de conduction très faible. Le faisceau néospinothalamique possède un corps cellulaire situé dans le ganglion spinal. Les fibres se retrouvent au niveau de la corne dorsale, avec un premier relais avec un autre neurone dans la lame 1, et arrivent dans la commissure grise antérieure ou ventrale, arrivent de l'autre côté de la moelle, et les fibres se croisent, c'est la décussation. Pour le faisceau paléospino-réticulothalamique, les fibres A delta et C forment un deuxième faisceau qui va faire relais dans les lames 4 et 5. Elles vont ensuite décusser et partir vers le bulbe. Il existe des récurrences qui sont notamment retrouvées dans les voies thermoalgésiques, mais aussi de la proprioception. Vers les colonnes 9 pour la motricité, les récurrences du faisceau cordonal dorsal vont être à l'origine des réflexes segmentaires, aussi appelés réflexes myotatiques. En cas d'une atteinte du nerf spinal, le réflexe sera aboli. Il existe aussi le faisceau spino-cérébelleux direct, qui se trouve au niveau du système épicritique, où les fibres font relais dans un noyau situé entre C8 et L3. C'est le faisceau qui va emmener les informations du tact et de la proprioception au cervelet. Au niveau des lames 2 et 3, il y a des interneurones inhibiteurs, libérant des neurotransmetteurs vers la lame 1, où arrivent les fibres de la thermoalgésie. Les fibres A-bêta, 1A et 1B ont une vitesse de conduction très rapide, et sont myélisées, alors que celles de la sensibilité thermoalgésique ont une conduction très lente. Un intérêt pour bloquer le passage d'un message douloureux. Cela s'appelle le gate control ou théorie du petit portillon. Les voies extralemniscales possèdent un premier neurone, enté dans le ganglion spinal, font un relais dans la corne dorsale, décussent, puis le deuxième neurone, dans la lame 1 ou la 4-5, continue. On obtient un deuxième neurone, relais au niveau du thalamus, puis un troisième neurone qui se projette dans le cortex. Les voies lemniscales, ayant déjà croisé au niveau du bulbe, sont rejoints par les voies néospinothalamiques, qui ont déjà croisé dans la moelle. Cet ensemble va monter vers le thalamus pour faire relais, puis se projeter dans le cortex. Le faisceau paléospino-réticulothalamique ne continue pas son ascension jusqu'au cortex, mais s'arrête au niveau du thalamus en passant par la formation réticulée. Ce faisceau ne possède pas de somatotopie et véhicule une information uniquement quantitative et non qualitative. La formation réticulée n'enregistre que des choses quantitatives, odeur, vision, afférence sensitive, et également à l'origine de l'expression somato-végétative de la douleur. Celle-ci est propre à chacun. L'expression somato-végétative est aussi liée à la projection sur la réticulée qui est en relation avec les voies végétatives. La sensibilité de la face est assurée par le nerf trijumeau. Celui-ci s'étale sur 3 territoires. Le 5-1 forme le nerf ophtalmique, 5-2 forme le nerf maxillaire et 5-3 forme le nerf mandibulaire. Ils rejoignent le ganglion trigéminé de Gasser, dans le cavum de Meckel, à la pointe du rocher. Les noyaux des nerfs crâniens se trouvent au niveau du plancher du 4e ventricule. L'origine apparente du trijumeau est le pont, mais son origine réelle est le noyau du trijumeau. Il y a 2 types d'organisation du 5. Une organisation selon les 3 territoires, pour la partie centrale le pont, une partie vers le mésencéphale et une partie vers le bulbe, et une organisation selon la modalité sensitive. Les fibres qui véhiculent les afférences du tact fin
pour les afférences proprioceptives et pour les fibres qui véhiculent les afférences de la thermoalgésie. Les dendrites 2, 5.1, 5.2 et 5.3 véhiculent à la fois la sensibilité épicritique et thermoalgésique tout en respectant la somatotopie. À partir du premier ganglion partent les axones, il y a un premier relais dans le noyau du trijumeau, les fibres du deuxième neurone décussent, puis un deuxième relais dans le noyau ventrolatéral du thalamus. Et cela se termine dans l'aire somesthésique primaire ou aire pariétale ascendante avec le troisième neurone. Il y a deux types de motricité. L'idiocinétique, consciente et volontaire, correspond au système pyramidaux. Il y a l'holocinétique, préconsciente, globale, sans but précis et préprogrammée, comme la marche avec les chaînes musculaires en synergie. Le mouvement se fait au niveau de la voie pyramidale principale, mais celle-ci ne suffit pas à avoir une activité motrice. Il faut en effet être en équilibre, notamment avec le vestibule, la vision et la plante des pieds. Il faut un retour avec la proprioception, le maintien de l'attitude avec le verrouillage articulaire, et le cervelet sert à la coordination musculaire. Sa croissance dure jusqu'à 4 ans. Au niveau de la moelle épinière, à la naissance, on a, au niveau des lames 7 et 8 et du tronc cérébral, des circuits déjà tout prêts. Ce sont des réseaux d'interneurones non spécifiques qui vont être connectés entre la droite et la gauche, ainsi qu'entre les espaces sus et sous-jacents. Ils correspondent à des programmes moteurs qui sont innés et stéréotypés appelés générateurs moteurs centraux. Leur myélisation permettra d'en avoir le contrôle. L'aire motrice primaire, ou R4 de Brodmann, est composée d'énormes cellules au niveau du cortex appelées cellules pyramidales, de Betz. À partir de là, on a les faisceaux pyramidaux, le faisceau corticospinal qui va du cortex vers l'hémicorps opposé, le faisceau corticonucléaire qui part de l'aire des représentations de la tête et du cou et croise vers le noyau moteur des nerfs crâniens, puis le nerf périphérique, et le faisceau oculocéphalogyre qui permet de tourner volontairement les yeux et la tête d'un côté ou de l'autre. Il provient de l'aire oculomotrice. Ces faisceaux constituant les systèmes pyramidaux sont organisés avec 2 neurones et un relais. Si l'atteinte se situe avant le relais de la voie pyramidale, le patient a une atteinte centrale qui touche l'hémisphère, le tronc cérébral ou la moelle. Si l'atteinte se situe après le relais, le patient a une atteinte périphérique qui touche un nerf spinal ou un nerf crânien. Le faisceau pyramidal corticospinal part du cortex moteur primaire au niveau de l'homunculus moteur. Il traverse la substance blanche, arrive dans la couronne rayonnante ou centre ovale des radiologues, les fibres se réunissent et forment le faisceau pyramidal corticospinal, passe entre les noyaux gris centraux au niveau de la capsule interne. A noter que dans le bras postérieur passe le faisceau corticospinal, va dans le tronc cérébral vers les 3/5 médians du pédoncule cérébral où la somatotopie est conservée, vont occuper le mésencéphale au niveau du tegmentum, se retrouvent au niveau du pont et se dissocient pour contourner les noyaux et se rassemblent au niveau de la pyramide bulbaire. Au niveau de la partie ventrale du bulbe, on va avoir une décussation motrice de la plupart des fibres. Pour rappel, la décussation sensitive a lieu dans la partie dorsale du bulbe. 80% des fibres décussent et forment le faisceau pyramidal corticospinal indirect ou croisé, qui va dans l'hémicorps opposé. Les autres 20% des fibres continuent leur route jusqu'à la moelle cervicale et forment le faisceau pyramidal direct. En dehors des renflements de la moelle, il y a 2 colonnes 9 pour le faisceau corticospinal, pour donner le motoneurone alpha. En dedans à la musculature axiale et en dehors à la musculature pariétale. On remarque que le maintien de la tête est très important. Pour cela, on a le faisceau corticospinal indirect et le faisceau corticospinal direct. Les fibres du faisceau corticospinal direct font relais dans la colonne 9, homolatéral et controlatéral, avec une projection bilatérale des muscles de la nuque en arrière. Pour la partie antérieure du cou, le nerf accessoire 11 innerve les 2 muscles sternocleidomastoïdiens ainsi que le faisceau supérieur du trapèze. Au niveau des renflements de la moelle, on a 6 colonnes 9, avec une orientation dorso-ventrale, avec les fléchisseurs et les extenseurs. Une orientation proximale pour les épaules et les hanches, médiale pour les coudes et genoux et distale pour la main et les pieds. Pour la main, la projection est directe sur la colonne 9, avec une relation main-cerveau directe. Si la lésion est présente uniquement sur l'hémimoelle, on a un déficit du même côté de la lésion, car la décussation est beaucoup plus haute. Par contre, si on a une lésion au niveau de l'hémisphère dans la capsule interne ou dans le mésencéphale, avant la décussation, le déficit va être contralatéral. Le faisceau corticonucléaire ou géniculé contient un neurone central qui part du cortex, traverse la couronne rayonnante, arrive dans la capsule interne, passe au niveau du genou. Ensuite, au niveau du tronc, le faisceau corticonucléaire passe en dedans du faisceau corticospinal avant de décusser sur les noyaux des nerfs moteurs crâniens opposés. Ceci constitue le premier relais.
Certaines fibres du faisceau corticonucléaire peuvent avoir une projection sur le noyau moteur homolatéral. En effet, le noyau du nerf 7 contient une partie supérieure et une partie inférieure. Le faisceau corticonucléaire se projette sur la totalité du noyau du nerf facial contralatéral dans sa partie supérieure et sa partie inférieure. Et au niveau du noyau du nerf facial homolatéral, ce sera seulement dans sa partie supérieure. En clinique, une atteinte avant le noyau entraînera une paralysie faciale centrale qui prédomine sur le territoire inférieur de la face. Une atteinte après le noyau entraînera une paralysie faciale périphérique qui touche les territoires faciaux inférieurs et supérieurs. Le faisceau oculocéphalogire permet de tourner la tête et les yeux en même temps. Les nerfs des aires oculomotrices et visuelles traversent la couronne rayonnante, puis la capsule interne, et se situent ensuite en position médiale par rapport au faisceau corticonucléaire et au faisceau corticospinal. Ils vont ensuite rejoindre les noyaux du 6 contralatéral, du 11 homolatéral et du 3 homolatéral via l'intermédiaire d'un neurone intercalaire. Le 3, ou moteur oculaire, permet le contrôle des muscles oculomoteurs, droit supérieur, droit inférieur, oblique inférieur et droit médial. Le 6 agit sur un seul muscle, le muscle droit latéral. Le 11, ou nerf accessoire, agit sur le sternocleidomastoïdien et le faisceau supérieur du trapèze. Le faisceau oculocéphalogire droit stimule le noyau du 11 à droite et entraîne une contraction du sternocleidomastoïdien droit faisant tourner la tête à gauche. Une stimulation du 6 à gauche entraîne une contraction du muscle droit latéral de l'œil gauche, emmenant l'œil gauche vers l'extérieur et la gauche. Le neurone intercalaire stimule le noyau du 3 à droite et entraîne une contraction du muscle droit médial de l'œil droit qui va regarder vers la gauche. Cela permet une synchronisation de la motricité des yeux. C'est la motricité conjuguée. Pour le système extrapyramidal, il y a la boucle cortico-sous-cortico-corticale, qui part du cortex, rejoint le striatum, au niveau du noyau caudé, du putamen, la partie latérale du noyau lenticulaire, en relation avec le locus niger, ou substance noire, ensuite rejoint le pallidum, ou partie médiale du noyau lenticulaire, en relation avec le noyau sous-thalamique, puis rejoint le thalamus et revient au cortex. Ce système extrapyramidal participe à la motricité automatisée, et non automatique. Les atteintes, on retrouve la maladie de Parkinson, le balisme, atteinte du noyau sous-thalamique, ou les chorées avec une atteinte du noyau caudé, en particulier au niveau du striatum. La motricité normale nécessite un tonus musculaire réglé. En arrière des pédoncules cérébraux se trouve le noyau rouge. Il reçoit des afférences du pallidium et il envoie des efférences vers la moelle. Il règle le tonus en périphérie. Tout le long du tronc, la formation réticulée permet l'éveil comportemental. Deux contingents dans la moelle pour le tonus musculaire. Le premier pour les muscles extenseurs et le deuxième pour les muscles fléchisseurs. Donc pour les muscles extenseurs, le maintien de la posture est assuré par trois faisceaux qui descendent le long du tronc cérébral. La voie vestibulo-spinale, en bleu, informe de la position dans les trois plans de l'espace. Les voies tectospinales, en vert, relaient les voies visuelles et auditives. Et la voie réticulo-spinale, en violet. Le tonus des muscles fléchisseurs est assuré par deux fibres afférentes pour le réglage du tonus musculaire, le faisceau rubrospinal du noyau rouge et le faisceau réticulospinal. Le tonus des extenseurs permet le maintien de la posture et le tonus des fléchisseurs permet le maintien de l'attitude. De chaque côté de la moelle se trouvent des fibres pyramidales pour la motricité volontaire et des fibres extrapyramidales pour la régulation du tonus des muscles. Le nerf auditif est la 8e paire crânienne. Une atteinte de ce nerf peut s'exprimer par de vertiges, une instabilité, sensation d'être ivre en permanence, des nausées et des vomissements. Le nerf vestibulaire sort du méa acoustique, relais dans le noyau vestibulaire, puis dans le tronc cérébral. Le noyau vestibulaire est un regroupement de plusieurs noyaux de part et d'autre du 4e ventricule. Les noyaux supérieurs et inférieurs sont des récepteurs, et les noyaux latéraux et médiaux sont des effecteurs. Le vestibule a plusieurs rôles. La perception de notre propre mouvement, la stabilisation du regard et la stabilisation posturale. Grâce aux connexions réciproques entre les deux complexes nucléaires vestibulaires, on peut récupérer une fonction perdue ou s'adapter d'une autre façon. Le système vestibulaire permet aussi de renseigner le cervelet. Le système vestibulaire envoie des afférences au système réticulé, et les voies vestibulaires centrales vont faire relais dans le thalamus pour rejoindre le cortex. Cela permet la conscience de la sensation de vertige ou de déséquilibre. Il y a aussi une connexion avec les noyaux vestibulaires et oculomoteurs, 3, 4 et 6. Ces connexions forment le faisceau longitudinal médian. Permet la fixation d'une cible en mouvement notamment, et de sauter le regard d'une cible à l'autre. C'est ce qu'on appelle le nystagmus optocinétique. Les voies vestibulaires sont aussi en relation avec les voies spinales, les voies homo- et contralatérales. Cela permet de faciliter le tonus des muscles extenseurs.
Le cervelet est composé de 3 lobes, un lobe inférieur, avec le noyau fastigial en relation avec les noyaux vestibulaires pour la posture, le lobe antérieur avec le noyau intermédiaire en relation avec la moelle pour l'attitude, et le lobe postérieur avec le noyau denté en relation avec le cortex pour les mouvements fins. La boucle vestibulo-cérébelleuse. On part du noyau vestibulaire, latéralement sur le plancher du 4e ventricule, et on reçoit les afférences vestibulaires du 8. Ensuite, il y a des projections vers le lobe inférieur, à la fois sur le noyau et sur le cortex cérébelleux, séparés par des fibres avec les cellules de Purkinje. Puis, 3 voies de retour du noyau fastigial, la voie vestibulo-spinale pour le tonus des extenseurs, la vestibulo-cérébelleuse, muscle gravidique et antégravidique pour la posture. Il y a ensuite la boucle spino-cérébelleuse, c'est la deuxième voie issue de la moelle. Au niveau de C8 à L3, les fibres épicritiques forment le cordon dorsal, qui fait relais dans le noyau thoracique ou maillot cellulaire, se dirige ensuite vers le cervelet et forme le faisceau spino-cérébelleux dorsal ou direct. Un deuxième faisceau, le spino-cérébelleux ventral, par des colonnes 9, d'écus à chaque étage de la moelle, renseigne sur l'activité des motoneurones. Un troisième vaisseau, pour les membres thoraciques, appelé cunéo-cérébelleux, avec un trajet qui suit le tronc. Les afférences arrivent au niveau du noyau cunéiforme, au niveau cervical, émettent une récurrence avec relais dans le noyau cunéiforme accessoire, puis partent vers le cervelet. Donc, le faisceau spino-cérébelleux dorsal, le faisceau cunéo-cérébelleux et le faisceau spino-cérébelleux ventral rejoignent le noyau intermédiaire. Celui-ci envoie des efférences retour vers le noyau rouge et la formation réticulée. Ceux-ci envoient à leur tour des voies descendantes en direction de la moelle, avec les 2 faisceaux facilitateurs du tonus des muscles des fléchisseurs, le réticulospinal et le rubrospinal. Dans la manœuvre de Stewart-Holmes, on peut mettre en évidence le bras du patient qui se cogne contre son nez. La voie vestibulo-cérébelleuse permet donc la coordination des muscles de la posture. Et les faisceaux que nous venons de voir qui proviennent de la moelle permettent la coordination des muscles impliqués dans le maintien de l'attitude. Maintenant, nous allons voir la boucle cortico-cérébello-corticale. Il y a d'abord le lobe postérieur qui reçoit des informations du cortex, précisément l'aire cérébelleuse, pour rejoindre l'aire prémotrice, passer par la couronne rayonnante, aller dans le bras antérieur de la capsule interne et donner le faisceau fronto-ponto-cérébelleux. Donc les fibres passent par le pédoncule cérébral, font un relais dans les noyaux du pont, puis vont vers les noyaux dentés et décussés. Celui-ci indique au cervelet le geste que nous décidons de faire. Le deuxième faisceau, le pariéto-temporo-occipito-ponto-cérébelleux, passe dans le bras postérieur de la capsule interne, fait un relais dans les noyaux du pont et décusse et atteigne le noyau denté. Il donne la situation environnementale dans laquelle nous nous trouvons. Le troisième faisceau, le cortico-olivo-cérébelleux, est relié au noyau moteur. Celui-ci fait un premier relais dans le livre bulbaire, puis décusse pour rejoindre le noyau denté. Les fibres sont dites grimpantes puisqu'elles enroulent les cellules de Purkinje. Il intervient dans la programmation intégrée. Il y a ensuite la voie de retour avec le faisceau dentado-rubro-thalamo-cortical pour les mouvements fins. Part du noyau denté, effectue un relais dans le noyau rouge, c'est optionnel, décusse, ensuite un relais dans le thalamus pour rejoindre le cortex cérébral. Le faisceau de cette boucle décusse à l'aller et au retour. Si on a une lésion de l'hémisphère cérébelleux à gauche, on aura un syndrome cérébelleux à gauche. Ce faisceau donne les programmations d'exécution des mouvements, pour écrire, jouer de la musique, pédaler. Nous allons maintenant voir les voies cochléaires centrales, avec la transmission auditive. Il y a un premier relais du nerf 8 dans les noyaux cochléaires, un pour la voie principale et un pour la voie accessoire. Pour la voie accessoire, le nerf 8 fait un relais dans les noyaux dorsaux du noyau 8. Dans la voie du noyau dorsal, voie accessoire, les fibres sortent à la surface du 4e ventricule, repénètrent dans le tronc, décussent et rejoignent les voies cochléaires. Ce sont de petites fibres appelées stries acoustiques. Dans la voie principale, il y a un relais dans le noyau ventral. Ensuite, il décusse dans la zone quadrilatère pour donner des fibres contralatérales et donne également des fibres homolatérales. C'est pour cette raison qu'il n'y a pas de surdité d'origine centrale. Les voies cochléaires font relais dans leur noyau, au niveau du colliculus inférieur, passent ensuite dans le bras conjonctival dorsal, puis dans le corps genouillé médial. Le relais des voies cochléaires se fait dans les corps genouillés annexés au thalamus et forme le métathalamus. Il se dirige ensuite vers le cortex. Le cortex auditif primaire, au niveau de T1, de la circonvolution temporale, reçoit les afférences auditives. L'aire auditive primaire, ou gyrus de Helsch, reçoit les afférences auditives selon la tonotopie. Le son arrivé au cortex auditif primaire est comparé en mémoire au niveau des aires auditives secondaires ou auditivo-gnosiques. Il existe des réflexes segmentaires dont les voies cochléaires sont à l'origine. Le premier réflexe
a lieu à partir des voies principales. Les afférences auditives font relais dans l'olive supérieure et stimulent le noyau du nerf 6. Il existe un deuxième réflexe, 8-7, qui de l'olive supérieure va stimuler le noyau du nerf facial 7. Au niveau du tronc, on a également les voies tectospinales qui sont issues du colliculus supérieur et inférieur et qui sont facilitatrices pour le tonus des extenseurs. La formation réticulée agit sur le tonus musculaire, sur le système nerveux végétatif et le blocage du message douloureux. Il y a 3 types de noyaux, les noyaux du Raphé sur la ligne médiane via la sérotonine, les noyaux centromédiaux et les noyaux latéraux qui utilisent la noradrénaline. Il existe des efférences locales, émises par la formation réticulée, à partir des noyaux latéraux, à la fois vers le cervelet et vers les noyaux des nerfs crâniens. Il y a des efférences descendantes, qui descendent vers la moelle épinière, notamment au niveau des noyaux centromédiaux, il y a des faisceaux réticulospinales avec 2 contingents. Un faisceau réticulospinal dorsolatéral pour le tonus des muscles fléchisseurs et un faisceau réticulospinal médio-ventral pour le tonus des muscles extenseurs. Il y a un deuxième faisceau du noyau Raphé qui rejoint la corne dorsale et qui stimule les interneurones inhibiteurs des lames 2 et 3 pour le blocage de la douleur, l'analgésie suprasegmentaire. Cela vient du tronc cérébral. Pour rappel, l'analgésie segmentaire via les récurrences, donc les voies néospinothalamiques, vient de la moelle. Un troisième faisceau, des noyaux latéraux avec plusieurs centres, cardiorégulateurs, pneumotaxiques et mictionnels, se projettent sur le système neurovégétatif avec les lames 10, 7 et 8. Il y a aussi des efférences ascendantes, avec 2 systèmes, un dorsal avec 2 contingents, le cholinergique ou SRAA pour la focalisation de l'activité et de la vigilance, et le contingent dopaminergique, système nigrostriatal, entre substance noire et striatum, impliqué dans l'éveil comportemental avec la boucle cortico-sous-cortico-corticale, et un système ventral avec le faisceau médian du télencéphale vers la formation réticulée, puis vers l'hypothalamus avec une projection vers le cortex préfrontal et le système limbique. Le système nerveux autonome ou neurovégétatif assure l'homéostasie. Il y a le système orthosympathique ou sympathique. Dans la moelle, il y a 2 systèmes. Le somatique de chaque côté de la moelle, avec une colonne intermédio-médiale de la lame 10, qui suit la racine ventrale du nerf spinal, forme un rameau comique en blanc, relais dans le ganglion sympathique paravertébral, puis un deuxième neurone postganglionnaire. Ensuite suit la racine ventrale du nerf spinal, avec un rameau comique en gris non myélisé. L'autre système, le système viscéral, est de C8 à L3. Il vient de la lame 7 appelée colonne intermédio-latérale, suit la racine ventrale du nerf spinal, traverse le ganglion paravertébral, effectue un relais dans les ganglions préviscéraux, célac, mésentérique supérieur, inférieur, ganglion hypogastrique. Les nerfs situés entre les ganglions paravertébraux et les ganglions préviscéraux sont appelés nerfs splanchniques. Le système sympathique viscéral innerve tous les organes, même au-dessus de C8. Le système parasympathique est un système physiologique, avec des noyaux parasympathiques associés aux nerfs crâniens et au centre de la moelle sacrée. On retrouve notamment le noyau pupillaire et nerf oculomoteur 3, le noyau lacrymal et salivaire supérieur et nerf facial 7, le noyau salivaire inférieur et nerf glossopharyngien 9, et le noyau dorsal du nerf vague et le nerf vague 10. On trouve aussi le contingent sacré, dans la lame 8 2S2S4, avec la colonne intermédio-ventrale, avec une innervation de tout le petit bassin. Il y a une racine ventrale du nerf spinal, puis un relais dans le plexus hypogastrique ou dans les ganglions préviscéraux, et ensuite cela part vers les organes du petit bassin. Le noyau pupillaire est annexé au nerf oculomoteur 3. Celui-ci se trouve de part et d'autre de l'aqueduc du mésencéphale. Lorsqu'une image arrive sur la rétine temporale, elle suit le trajet typique des voies sensitivo-sensorielles. Le premier neurone avec un premier relais, puis un deuxième neurone, et va former le nerf optique. Le deuxième neurone va effectuer un deuxième relais dans le corps genouillé latéral, avant de se projeter vers le cortex occipital. Au niveau de ce second relais, on va également avoir des projections sur le noyau pupillaire. Le nerf 3 est un nerf moteur. Ses fibres motrices vont innerver tous les muscles oculomoteurs, sauf le muscle droit latéral et le muscle oblique supérieur, et vont être accompagnés de fibres végétatives. En vert sur le schéma, on voit le neurone préganglionnaire, le ganglion ciliaire, où il y a un relais dans la cavité orbitaire, et le neurone postganglionnaire qui va permettre l'iridoconstriction. Il est important de noter que la moitié des fibres issues de la rétine vont croiser. Ainsi, si on éclaire l'œil droit, les fibres vont partir à gauche et stimuler le noyau pupillaire à ce niveau-là, entraînant également une iridoconstriction à gauche.